Il était une fois un univers. Le nôtre, en fait. Il était composé de plein de matières, réparties en plus gros et en plus petits morceaux, parmi une grande étendue d'espace en continuelle expansion. Pour les plus gros morceaux, Einstein a fondé une théorie qui prédit assez bien leur comportement. Une grande toile, appelée l'espace-temps, est plus ou moins déformée en fonction de la masse des corps célestes. Cela prend compte du temps qui s'écoule plus lentement près des objets massifs. Pour les plus petits morceaux, la mécanique quantique explique leur comportement à base de probabilités. Plusieurs scientifiques ont contribué à cette théorie, comme Einstein, de Broglie ou Schrödinger. Par exemple, le principe d'incertitude de Heisenberg énonce qu'on ne peut pas connaître de manière absolue la position ni la vitesse d'une particule subatomique. De la physique quantique est né le modèle standard de particules. C'est un tableau qui regroupe chaque particule subatomique d'intérêt à la physique quantique. On y retrouve les fermions et les bosons, chacun respectivement responsable de la matière et des forces d'interaction. Par exemple, un électron est un fermion qui constitue une particule de la matière, alors que le photon est un boson qui est responsable de l'énergie électromagnétique dans notre univers. Voici un bref survol des différents bosons. Les gluons sont responsables de la force forte qui unit les quarks afin d'avoir une structure nucléaire stable de protons et neutrons. Les bosons W et Z sont responsables de la force faible qui permet d'avoir des neutrons à partir de protons. Les bosons de Higgs permettent, en résumé, à la matière d'avoir une masse. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de boson qui explique la gravité? Avec le modèle standard, le graviton n'existe pas, car des problèmes d'arithmétique apparaissent lorsqu'on essaie de considérer la gravité en un champ de quanta. En effet, lors de la renormalisation, qui est un processus dans lequel on prend en compte les interactions que les particules ont sur elles-mêmes pour avoir des valeurs plus précises, de masse par exemple, le calcul donne des valeurs infinies. Mais alors, comment la gravité peut-elle exister s'il n'y a pas de graviton? C'est où intervient la théorie des cordes. En bref, on présume que chaque particule élémentaire est en fait une corde d'une dimension. Certaines cordes sont attachées pour faire des boucles alors que d'autres restent des lignes. Selon le mode vibratoire de la corde, la particule élémentaire aura des propriétés différentes. C'est la manière que les cordes peuvent former toutes les particules du modèle standard existant. Il existe une panoplie de modes vibratoires différents. Pour n'en nommer que quelques-uns, une corde peut vibrer en ondes stationnaires avec différentes positions nodales, c'est-à-dire les ondes qui fluctuent toujours au même endroit. La théorie des cordes ajoute de la cohérence au graviton. Voici comment. En mécanique quantique, lorsqu'un électron se déplace dans le temps, il peut éjecter et absorber un ou plusieurs photons. Dans un diagramme de Feynman, cela ressemble à ça. Le transfert du photon se fait instantanément. C'est une des raisons pourquoi on obtient une valeur infinie lors de la renormalisation. En théorie des cordes, puisqu'un photon est aussi une corde, le diagramme de Feynman ressemble plutôt à ça. Le transfert de photons est progressif. Cela permet d'avoir une valeur sensée lors de la renormalisation. C'est également ce qui permet d'avoir un graviton à l'échelle quantique. Cependant, il y a quelques problématiques avec la théorie. Notamment, pour que les calculs mathématiques soient cohérents avec notre physique moderne, nous vivrions présentement dans un univers à 11 dimensions. Les hypothèses se font quant à ces 6 autres dimensions. Un exemple est la compactification. D'une manière simplifiée, la compactification s'explique en prenant en compte que les 6 dimensions sont tellement petites et repliées sur elles-mêmes qu'on n'arrive pas à les distinguer. Cependant, il existe un très grand nombre de configurations des 6 dimensions sur elles-mêmes. Chacune en fera un modèle de particules propre à sa configuration. Donc, pour régler le problème de dimension, il faudrait trouver la figure précise de compactification de ces dimensions manquantes, parmi des milliards et des milliards d'options. De plus, avec la théorie des cordes, le principe de la supersymétrie se développe. Pour chaque fermion, un boson correspondant existe. Or, il y a présentement 12 fermions dans le modèle standard et seulement 5 bosons, ou 6 si on ajoute le graviton. Cela signifie qu'il y aura au moins 6 autres particules inconnues responsables des interactions entre la matière.
Une autre problématique émerge avec la théorie. Les cordes, étant très petites et fines, d'une longueur d'environ 1 x 10 à la moins 33 cm, il est physiquement impossible pour l'instant de les observer. Il n'y a donc, globalement, aucune preuve scientifique qui infirme ou confirme la théorie des cordes. Mais donc, qu'est-ce qui permettrait alors d'avoir la certitude que les cordes gouvernent la physique de notre univers par rapport à une autre théorie d'unification? Le LHC, au CERN, lance des protons, allant à de très hautes vitesses l'un contre l'autre, afin d'analyser les restes minuscules post-collision. L'espoir est de trouver un indice de la supersymétrie à l'aide de ces analyses de collision. Par exemple, de découvrir l'équivalent en boson d'un fermion que nous connaissions déjà. Il y a toutefois de très grandes chances que le LHC ne soit pas assez puissant pour prouver la supersymétrie. En bref, sauf preuve solide d'incompatibilité avec la théorie des cordes, elle reste la meilleure tentative d'unification à ce jour. C'est juste qu'on doit effectuer beaucoup de suppositions sur notre univers pour qu'elle marche.